et bonsoir à tous. Voilà, l'équipe du LACED est là pour vous recevoir. Nous allons donc aborder d'abord les traitements avec moi-même et après, le docteur Grossin vous parlera du Classic Land New York et du PNDS qui a été publié en juin 2019. Donc, je vais mettre mon diaporama en marche. Voilà. Voilà, donc on va parler des traitements du CED, des traitements plutôt symptomatiques. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Alors, les douleurs dans la matière dans l'os, c'est ce qui gêne surtout, c'est les douleurs. Les motifs de consultation, c'est les douleurs et les fatigues chroniques. Et leur intensité, que ce soit HSD ou CED, peut être considérable. HSD ou CED, ça n'a aucun lien avec la gravité. C'est simplement un classement en fonction de caractère anatomique pour la génétique. Donc, ça peut être aussi grave d'un côté que de l'autre. Il y a de nombreuses situations de handicap. Notre rôle, effectivement, c'est de pouvoir réinsérer ces gens qui ont une maladie invisible et dont les médecins ne trouvent rien du tout, donc ils les prennent pour des maladies imaginaires. Et effectivement, en plus, des gens qui résistent aux antalgiques habituels ou qui ne marchent pas ou qui marchent très peu de temps. Hein. Par contre, les traitements symptomatiques, comme nous allons voir, peuvent les soulager. Les vêtements compris, on va voir les orthèses, les tens, en fait, on va voir ça. Hein. Donc, il vaut mieux que pour privilégier ces traitements-là, les traitements médicamenteux antidouleurs pour l'instant. Hop, il faut que j'aille au suivant, OK. Alors, je vous rappelle qu'on a vu la dernière fois les 10 proprioceptions, hein, parce que c'est un peu de là que va débuter le traitement. Alors, je vais vous faire une liste des traitements. Maintenant, voilà, les traitements de base du CED que j'utilise, ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres. Je citais les principaux, sachant qu'on ne va pas utiliser tout ça chez les patients. Un patient qui part avec 15 ordonnances, il ne les suivra pas parce qu'il est paumé, malgré qu'on ait passé du temps à lui expliquer. Donc, on essaiera de cibler les choses importantes à lui donner pour le soulager en fonction de la clinique que nous aurons concernée. Donc, les traitements de base, c'est les orthèses plantaires, les bandages compressifs, le TENS, l'oxynothérapie, la kinésithérapie proprioceptive, tout ça, on va le voir. Hein. Les traitements tels les carnitides, les antidouleurs, le Versatis, des patchs de lidocaïne, l'évodopa s'il y a des dystonies ou de placofène, le traitement du SAMA ou les injections locales de xylocaïne. Pour ces injections locales, Dr Grosset a fait un PowerPoint qui est très bien fait avec des plans, des points, des photos, où vous pouvez faire et comment les faire. Pour ceux qui souhaitent en faire, il n'y a pas de problème, on peut envoyer ce PowerPoint pour les aider. Donc, encore une fois, on ne donne pas tout ce traitement à la fois à chaque patient. Hein. Il faut donc qu'il y avait un syndrome de dysfonction proprioceptive dont je vais expliquer, parce que là découle pas mal de traitements. Hein. Vous avez ce qui recoule la posturologie, c'est-à-dire les gens qui se tiennent mal, il y a une déficience posturelle, ils sont cabrés, ils sont penchés en avant, ils sont de travers. C'est la posture qui est mauvaise, et comme ils ont de mauvais capteurs, ils ne savent pas où ils sont. Donc, ils se tiennent mal, ça entraîne des conflits musculaires, des tensions, des tendinites, et donc un travail musculaire intense qui les fatigue. Ils ne savent pas se localiser dans l'espace, donc il leur faut un GPS pour conduire, leurs gestes dépassent le but, ils lâchent des objets, voilà. Et il y a aussi des problèmes de pseudoscotome sensoriel perspective, ils ont du mal à intégrer leur sens, d'où l'hypersensorialité, d'où des soucis de dyslexie, dysorthographie qu'on peut voir dans ces cas-là. Alors, je vous rappelle les capteurs qu'on avait pour proprioception, parce que c'est de là que va déboucher le traitement. Donc, nous avons des capteurs au niveau de l'oreille interne, qui fonctionne, qui est trop sensible et qui ne donne pas de bonnes informations. Ça, c'est plutôt du ressort des kinés. Nous avons les capteurs au niveau des ligaments et des tendons. Au niveau cutané profond, ça, c'est en révèlement compressif. On va avoir des capteurs au niveau des yeux, les muscles oculaires. Ça, c'est l'orthoptiste. Les capteurs mandicateurs, de la mâchoire, mais la mâchoire, hélas, du CED, ça pose des problèmes parce que les gens ont souvent des ligaments, des ATM qui sont un petit peu distendus, qui sont étirés, donc il y a une certaine instabilité ou des douleurs, et ils ont surtout des subluxations des mâchoires. Et il y a des capteurs podales. Donc voilà, et donc le traitement va être de traiter ces capteurs pour que les patients retrouvent leur perception de corps dans l'espace. Si ça où ils sont, ils auront pas mal, ou ils auront moins mal.
parce qu'ils vont bien se tenir, il n'y aura plus de conflit musculaire ou tendineux, ils auront une position de repos et les muscles vont se décontracter. Donc l'essentiel dans cette pathologie, c'est que les gens retrouvent leur proprioception au maximum pour le souffrir le moins possible. Alors vous avez les orthèses à visée proprioceptive, comme vous voyez là. L'essentiel, c'est effectivement ici, c'est voilà, là que se trouve le capteur podal. Donc, effectivement, il y a toujours une petite bosse pour stimuler ce capteur podal. Vous voyez, c'est des semelles qui sont très fines, faciles à porter et qui permettent effectivement de stimuler ces capteurs podal. Donc, il y a ces semelles, il y a les podologues proprioceptifs font aussi des semelles de proprioception qui marchent aussi bien. Ça, c'est celles que nous utilisons habituellement. Le principal traitement que je n'ai pas cité auparavant, c'est l'activité physique. Comme je vous avais dit lors du dernier cours, les gens sont très maladroits, ils ne savent pas où ils sont, ils se tiennent mal, c'est pour ça qu'ils ont tout le temps envie de bouger. Mais dès qu'ils font du sport, du ping-pong ou ce qu'ils veulent, leurs capteurs se remettent à fonctionner et ils savent où ils sont. Et on sait que s'ils savent où ils sont, ils auront moins mal parce qu'ils se tiendront mieux, ils auront une meilleure posture et moins de conflits tendinomusculaires, ils se tiendront mieux, ça ira mieux. Voilà, donc effectivement, il faut que ces gens-là pratiquent un sport régulier, une activité physique régulière. Alors moi, ce que je conseille à mes patients, c'est le yoga, le pilates, le tai chi, l'aquagym. L'avantage de l'aquagym, quand on vous plonge dans l'eau jusque-là, l'eau appuie sur la peau, ça réveille les capteurs cutanés profonds. Déjà, vous vous sentez mieux. Déjà, vous plongez dans l'eau, déjà les contractures que vous avez, elles sont levées parce que vous savez où vous êtes. L'équitation marche bien, l'escalade, mais pas que. Tous les sports peuvent être intéressants. Si vous faites de la marche, du vélo, c'est bien pour le problème cardiovasculaire, mais ça ne va pas vous apporter beaucoup de travail sur l'équilibre. Il faut remarquer que les Chinois ont des problèmes d'hyperlaxité aussi, et c'est pour ça que ça fait des milliers d'années qu'ils ont été le tai chi tous les matins. Le tai chi, c'est tous les matins, où ma main, où est mon pied, où est ma tête. Ils se rééduquent le corps dans l'espace, ils savent où ils sont, ils vont aller travailler, ils ne vont pas se faire mal. Mais par contre, quand vous mettez une activité physique au patient, CED, il faut savoir qu'il y a une atteinte cutanée, mais il y a une atteinte tendinomusculaire avec une fragilité. Donc, effectivement, pas d'accélération, il ne faut pas les faire forcer, surtout les kinés. Attention, et plusieurs kinés m'ont cassé des patients qui ont souffert pendant des années. Il faut y aller toujours progressivement. Ils peuvent faire du sport, mais toujours dans la possibilité pour respecter la fragilité des tendons et des muscles. Le bénéfice qu'on obtient avec l'activité physique est là tant que vous en faites. Si vous faites du yoga tous les matins, tout va aller bien. Si pour une raison X ou Y, vous abandonnez le yoga pendant 2 mois, les douleurs et les fatigues vont réapparaître. C'est des activités à faire très, très, très régulièrement. Donc, effectivement, le schéma classique d'un CED, c'est une vieille fille qui a des douleurs un peu partout, qui est souple, qui a des douleurs mais qui sont gérables et qui pratique la danse régulièrement. Et puis, au fil de sa vie, les études arrivant, elle fait moins de danse, elle arrête le sport, ou elle est maman, elle a des études, elle ne fait plus d'activité physique. Et là, les douleurs explosent parce qu'elle a arrêté la rééducation proprioceptive. Donc, cette rééducation d'activité physique est très importante et il faut bien faire prendre conscience aux patients que c'est la clé de son bien-être plus tard. Vous avez les TENS qui sont généralement prescrits par les médecins de douleur, même par nous. C'est intéressant pour gérer la douleur. Alors, il y a des réglages à faire, on vous en propose, mais je pense qu'il faut vous adresser à votre kiné, qui lui aussi va travailler là-dessus, et qui pourra vous proposer, eux ils en ont, ils vont vous proposer des programmes, ils vont vous expliquer comment vous en servir. Nous, la prescription, quand on prescrit un test, on pourra vous donner le modèle, c'est une prescription pour 6 mois en location, et l'acquisition se fait que si ça marche. L'événement de compression, alors, en fait, le but du jeu, c'est de réveiller les capteurs cutanés profonds et votre articulations pour que vous sachiez où vous êtes. Dès que vous mettez ces éléments compressifs, déjà, ça soulage les douleurs, vous vous tenez beaucoup mieux, vous tenez bien droite, équilibré, plus voûté, plus de lordose, et vous avez un bon appui podal, et donc là, vous avez moins mal avec les vêtements. C'est assez caractéristique. Il faut retrouver une bonne position avec ça. Ces vêtements vous permettront de savoir où vous êtes, donc de savoir où sont vos articulations des mains et des pieds, d'éviter de vous faire des entorses et d'éviter de vous faire mal quand vous écrivez pour prendre des positions vraisemblables. Ça appuie sur les capteurs, donc votre cerveau sait où est votre main, il va éviter les positions invraisemblables, surtout que vous êtes très souple. Et donc, vous avez tendance à prendre des positions vraisemblables avec cette souplesse. Donc, avec ça, ça le corrige.
Le problème, c'est l'hyperesthésie cutanée que pas mal d'entre vous ont. Mais ces événements compressifs sont faits dans un tissu, il n'y a pas de doublure, il n'y a pas d'étiquette. On tient compte du fait que vous avez ces soucis. Vous avez aussi pas mal de soucis digestifs. Donc, effectivement, quand on prescrit, on peut prescrire sans compression digestive parce que les gens qui sont relativement ballonnés avec leurs soucis digestifs avec le SAMA. Hein. Donc, c'est assez fait pour ça. Voilà, ça, c'est l'événement de compression que faisait Elodie. Vous voyez, ça prend tout. On peut faire des chevillères, on peut faire des vestes et des pantalons complets. Là, c'est une veste à manteau course, mais on peut aller jusqu'au poignet si on a des douleurs du coude et du poignet. Moi, je fais des vêtements à manches longues à porter en sous-vêtements. Là, vous avez les mêmes choses. Là, vous avez un vêtement. Là, vous avez des gants de mitaine qui vous permettent de travailler sans vous faire mal à la main quand vous devez travailler à la machine sur le clavier d'ordinateur ou faire un travail. Là, vous serez où sont vos mains, vous ne vous ferez pas mal. Et là, vous avez un exemple de ceinture lombaire et croche que nous utilisons avec un rappel sur les épaules qui vous permet de rappeler les épaules en arrière et de vous faire redresser. Comme vous êtes les épaules en avant, là, vous allez vous redresser avec ce genre de ceinture. Il faut que vous les supportiez parce que ça comprime l'abdomen. Hein. Voilà, donc c'est ce genre d'outils qu'on utilise. Alors, vous avez des petits outils de gestes, mais ça, c'est avec l'orthopédiste pour vous fixer certains doigts qui ont tendance à se luxer. Voilà, ça, c'est les petits outils que là, ça fera l'objet d'un prochain séminaire. La prochaine fois, on en parlera. Voilà, ça, c'est des ceintures lombaires simples. Ça, c'est des orthèses de cheville et quand vous avez les chevilles qui se baladent dans tous les sens. Et ça, c'est des orthèses de poignet que vous pouvez mettre la nuit quand vous avez mal au poignet. Ça vous soulage. Voilà. Et là, vous avez des orthèses pour vous bloquer le pouce quand vous avez mal la nuit. Voilà, parce que les événements, donc, ce que je vous disais, il y a une meilleure perception du schéma corporel. Donc, vous avez moins de risques de faire des entorses, des dérobements ou des luxations. Et vous verrez que comme vous vous tenez mieux, vous aurez moins mal. Hein. Et comme vous aurez moins mal, que vos muscles travailleront moins parce que la posture étant réglée, vos muscles vont pouvoir se reposer, vous allez augmenter votre capacité de périmètre de marche et de la vitesse. Ça a été analysé en Henri Mondor, ce genre de choses, service du professeur Graciès, de MPR. Hein. Effectivement, vous diminuez moins, vous consommez moins d'énergie parce que quand vous n'avez pas de vêtements, vous cherchez un équilibre en permanence, il y a des contractures, vous êtes tout le temps en train de bosser avec vos muscles et là, avec ces vêtements, vous êtes décontracté, il n'y a plus de muscles. Les vêtements sont recommandés pendant les séances de kiné quand on fait de la posture, de la déposture, parce qu'ils vous permettent d'améliorer le résultat. Il vaut mieux le porter pendant les séances quand on a vraiment de gros troubles proprioceptifs. Vous avez aussi, donc, je vous ai parlé des capteurs des muscles oculaires. Alors, généralement, vous avez, en fait, on y voit à peu près bien, il y a des variations de vue, mais le problème, c'est les axes visuels qui sont bons et ces muscles oculaires intrinsèques vous permettent c'est aussi des capteurs de proprioception, donc il faut les remettre en marche. Donc, effectivement, on fait ça avec un orthoptiste. Les ophtalmos le voient rarement. L'orthoptiste voit ça, mais il vous fait des rééducations. Mais honnêtement, dans tous les patients que je suis, moi j'en suis plus de 1800, allez, 19 fois sur 20, ça marche 3 mois, 4 mois et ça s'arrête. Il n'y a pas de durabilité dans la correction des axes visuels avec des sans orthopsie. C'est pour ça qu'il faut poser des prismes. Alors moi j'ai un confrère qui est formé à la proprioception oculaire, mais je passe dans tous les départements. Docteur Carcia pourra vous donner des confrères qui connaissent les prismes. Il fera proposer des prismes à votre patient pour corriger ces axes. Ça apportera encore plus d'équilibre et une amélioration de la vue. La kiné, alors ça pour tous les kinés qui sont là ce soir, est très importante. Je ne suis pas kinésithérapeute, donc vous aurez une soirée, je pense, en janvier prochain, une table ronde avec un kinésithérapeute spécialisé que vous pourrez échanger entre vous. Donc, effectivement, l'effet, c'est proprioceptif antalgique. Alors, je pense qu'au niveau proprioceptif, si vous n'avez pas fait de formation à côté, les kinés, vous avez surtout une formation de proprioceptif de l'oreille interne, qui est utile, mais ça, je pense que ça se limite à ça. Et il faut, pour ça, il y a pas mal de gens qui font du McKenzie, il y a des techniques qui travaillent la posture, et ça, c'est très intéressant, de travailler la posture avec ces patients pour leur redonner ce sens de la proprioception. Hein. Vous allez les remettre en marche à l'effort, c'est très intéressant, et ce que je vous disais en introduction, il faut toujours être très progressif et non violent. Les tendons, les muscles sont fragiles. Vous pouvez faire des tendinites chroniques et
des déchirures musculaires si vous les faites forcer ou accélérer, comme certains d'entre vous le font. Mais si vous êtes là, vous ne le ferez pas. Mais je sais que en centre de rééducation, je dis mon cassé des malades. Hein. La posture donc est indiquée. Les massages abdominaux aussi, parce qu'il y a souvent des douleurs. Et la chaleur locale. Vous avez plein de techniques que vous connaissez. Et ça, vous pourrez échanger avec le kiné de référence au mois de janvier. Attention à l'hyperlaxité ligamentaire. Tout ça, c'est très souple. Hein. Les manipulations structurelles sont contre-indiquées, au moins pour les cervicales. Hein. Ça peut donner des catastrophes avec la fragilité vasculaire. Donc, par contre, pour ceux qui font de l'ostéo, les techniques de fascia marchent très bien. Hein. Les fascias sont remplis de capteurs de proprioception. Donc, en traitant les fascias, vous avez d'excellentes thérapies. Moi, je travaille avec les ostéos qui me font de l'excellent travail là-dessus. Pour les ostéos, manipuler à tir-larigot, ça ne sert à rien. Les ligaments, je vous le rappelle, sont étirables. Plus vous manipulez, plus vous étirez le ligament, donc plus ce sera instable. Donc, vous allez la manipuler, elle va se rhabiller, en se rhabillant, elle va se redéboîter. Donc, il faut y aller mollo, il ne faut pas les manipuler trop souvent. Faire du fascia, c'est manipuler structurel, je parlais. La manipulation structurelle, attention. Mais quelquefois, on est obligé, quand les épaules se déboîtent, il faut bien le faire. Effectivement, et attention, les étirements pour les kinés, il faut les faire avec douceur, sachant que les ligaments sont étirables et ne sont pas élastiques. En faisant un étirement trop puissant, vous pouvez étirer le ligament et donner un peu plus d'instabilité qu'il n'y avait avant. Je l'ai vu qu'une ou deux fois, ça sert rare. Hein. Vous connaissez bien votre travail là-dessus, hein. Il n'y a pas de souci. L'oxygénothérapie. Alors, l'oxygénothérapie, c'est mon professeur Amonet qui l'a utilisé au départ, il y a une trentaine d'années, parce qu'il y avait beaucoup de migraines chez ces patients et que les médicaments anti-migraineux ne marchaient pas, parce qu'ils étaient en échec. Donc, par analogie avec la vasculaire de la face, il a donné de l'oxygène. Et effectivement, les migraines sont très améliorées par l'oxygène. Alors, l'oxygène, nous, on l'utilise avec des concentrateurs d'oxygène, avec des petites lunettes. Ça concentre l'oxygène de l'air. Les gens n'ont pas d'oxygène chez eux. Hein. Et on utilise ça matin et soir, on va le voir, pour aider les patients pendant 20 minutes à une dose de 4 litres en moyenne. Mais c'est vrai que ça calme bien les migraines. Et on s'est aperçu aussi que ça améliorait la fatigue. Ça ne guérit pas la fatigue, mais ça améliore grandement la fatigue chronique qu'ont ces patients. En fait, l'hypothèse actuelle, c'est qu'on a affaire à une dysfonction mitochondriale. Les mitochondries marchent mal. Donc, effectivement, en leur apportant de l'oxygène, on améliore leur fréquentation. Alors, nous avons une de nos consoeurs qui était gynéco et qui a fait notre diplôme avec nous, que nous amenions en cours parce qu'elle avait un fauteuil roulant, elle marchait sur 10 mètres. Et elle, effectivement, elle se traite sous oxygène et avec de l'ADP, parce qu'elle a dit que c'est des mitochondries. Donc, elle a pris de l'ADP et de l'oxygène. Alors, c'est le adénosine, je vous donne le nom du produit, c'est un produit dérivé de vitamine D qui imite l'ADP. Et l'ADP plus l'oxygène, elle améliore la fonction mitochondriale et avec ça, elle a laissé le fauteuil roulant, elle marche de nouveau, elle peut se tenir debout lors des colloques. Donc, il y a une nette amélioration. Ce n'est pas tout le monde comme ça, hein, mais l'oxygène apporte mieux et quelquefois, ça apporte un grand bien. Je pense que la piste de la dysfonction mitochondriale est à approfondir. Dans une mitochondrie, il n'y a pas que l'oxygène ADP, il y a plein de micronutriments qui interviennent. Il faudra s'intéresser à ça plus tard. L'oxygène aussi améliore l'oxygénation des tissus. Ces patients, comme je le mets en bas, ont une oxygène sanguin qui est normale. C'est la diffusion d'oxygène qui pêche. Et donc, quand vous donnez de l'oxygène comme ça, vous améliorez le fonctionnement des mastocytes qui sont moins irritables, qui sont plus calmes et qui vont arrêter de s'énerver et donner les symptômes du SAMA avec diarrhée, douleur abdominale, constipation et d'autres symptômes dont on parlera plus tard. Donc, effectivement, l'oxygénothérapie, le concentrateur, 3 à 5 litres, 20 minutes matin et soir, c'est ce que je donne à l'origine. Quand on travaille, je conseille aux gens d'en avoir au travail aussi. Il y a des petits appareils de concentrateurs qui sont portables, qui peuvent être prescrits par les pneumologues et qui permettent aux gens de travailler. L'essentiel, c'est de les remettre sur le marché de l'emploi, qui retravaillent. Donc, les migraines, ça marche très bien. En donnant matin et soir, on améliore la qualité du sommeil. Et le matin, ça leur donne un petit coup de boost pour démarrer la matinée.
parce qu'ils ont souvent beaucoup de difficultés à émarger le matin. Moi, ce que je donne aussi, puisqu'on a une surconsommation d'oxygène au niveau de mitochondries, moi, je le donne avant tout effort physique, que ce soit aller faire les courses, que ce soit aller chez les kinés. Je leur dis, faites un quart d'oxygène avant et vous faites-en en retour de l'effort physique. Parce que ces gens-là, quand ils font un effort physique, ils en font le samedi, ils vont faire les courses à Auchan, ils rentrent après faire 4 ou 5 bornes et ils sont épuisés dimanche et lundi. S'ils font l'oxygène comme ça avant et après l'effort, ils n'ont pas de fatigue le dimanche et lundi et ils sont à peu près bien. Les deux écueils de ces appareils, c'est qu'ils font en bouillant. N'oubliez pas que les CED, ils ont des hyperacousies. Ils entendent trop bien. Donc, ces bruits le dérangent. Genre, les techniciens, moi j'ai formé les techniciens qui connaissent, ils savent très bien qu'il faut donner un câble assez long, parce quitte à mettre l'appareil dans la pièce à côté pour mettre les lunettes. Et ils vont souvent, ils ont une hyperesthésie cutanée, donc ils vont être gênés quand ils vont mettre les petites lunettes. Alors, il y a des pâtes à l'eau qui existent pour qu'il y ait une meilleure tolérance. Alors, pour expliquer ça à mes patients, moi, j'utilise la parabole à 2 chevaux. Hein. Je leur dis, une 2 chevaux, c'est un moteur qui fait 4 litres au 100 et qui a un réservoir de 20 litres, on va loin. Mais vous êtes une 2 chevaux qui a un réservoir de 20 litres, mais vous avez un moteur de Ferrari à 40 litres au 100. Donc, effectivement, dès que vous faites l'effort, vous videz vos réserves d'oxygène. Alors, je leur dis, avant de partir faire un effort, vous faites le plein. Quand vous serez revenu de l'effort, le réservoir sera vide. Refaites le plein. Comme ça, vous ne serez pas fatigué plus tard. C'est une image qui marche assez bien, ils comprennent vite. Les traitements médicaux, alors honnêtement, les ANS marchent mal, ainsi que les corticoïdes. Moi, quand j'ai un patient qui est soulagé par des kétoprophènes, je pense qu'il y a autre chose, même si elle est caractéristique du CED, il doit y avoir autre chose. La morphine marche bien au départ, mais on monte très vite en dose parce qu'il y a un épuisement thérapeutique. Hein. Et souvent, on a des gens qui ont des métabolismes difficiles, ils ne supportent pas les médicaments, ils ont des intolérances médicamenteuses, ce qui est compliqué. Hein. Ils ont des carences en vitamine D systématiques, mais carences profondes. Hein. C'est-à-dire que vous retombez à 4, 6. Donc, il faut leur donner la vitamine D au moins une fois par mois, ou le mieux, c'est les doses de tous les matins. Associé à ça, point de vue biologique, vous avez souvent des carences en fer. Moi, je fais une ferritine d'emblée, sachant qu'en plus, ils ont très souvent des mouvements périodiques la nuit ou des somnambules sur repos, dû à des carences en fer. Donc, les fers sont souvent effondrés, disons que 3 fois sur 4, c'est effondré. On donne une supplémentation en fer. On vérifie que ça marche bien. Il faudra chaque année vérifier la ferritine. Il y a des gens qui ne fixent pas du tout le fer. Moi, j'ai plusieurs patients qui sont sous perfusion de vénofer très régulièrement parce qu'ils ne le fixent absolument pas et ils en ont besoin. Hein. Pour la douleur, moi, je donne de l'acupan. Je commence par le tramadol s'il peut être supporté. J'utilise aussi les algies. On n'en pas lors du séminaire. Moi, c'est les produits que j'utilise pour la douleur. Voilà. Attention, je vous rappelle aussi que ces patients, au niveau thérapeutique, sont insensibles aux anesthésies locales. C'est une caractéristique. On leur demandait comment se passent les soins dentaires à l'anesthésie. Ça se passe mal parce que le dentiste, il faut qu'il mette 5 ou 6 fois la dose. Il faut se rappeler que pour les anesthésies, il faut entre 3 et 5 fois la dose pour arriver à endormir une dent. Pour les péridurales, c'est pareil. Les péridurales marchent que partiellement et beaucoup moins longtemps. Moi, j'ai plusieurs patientes qui ont vécu des césariennes en direct. Elle a raconté au médecin tout ce qu'il faisait parce qu'elle le sentait. Donc, c'est une question de dose. Donc, effectivement, ne vous inquiétez pas, si l'anesthésiste est compréhensible, il augmente la dose jusqu'à ce que la patiente soit calmée. Attention au réveil trop tôt pour les anesthésies générales. On peut se réveiller trop tôt sur la table. Il faut prévenir l'anesthésiste qui remet en bolus à ce moment-là. Le traitement du SAMA qui consiste à la ranitidine, mais c'est plutôt la famotidine actuellement, la ranitidine, il n'y en a plus. La famotidine 40 qu'on peut utiliser, un comprimé par jour. On verra plus tard qu'il peut utiliser la desloratadine ou un autre anti-H2. Hein. Mais ce n'est pas un par jour comme l'AMM. L'AMM pour le SAMA, c'est entre 2 et 4 comprimés par jour. Et c'est modulable en fonction des symptômes digestifs. Mais c'est vrai que ça peut apporter des améliorations spectaculaires. Hein. Avec du montéculbucas, qui est un anti-leucotriène, des évictions alimentaires, puisque là, avec l'hyperperméabilité intestinale, on a des intolérances alimentaires, essentiellement le lait de vache, la protéine de lait de vache et la farine de blé, telle qu'elle est fabriquée aujourd'hui. Et donc, je conseille aux patients d'arrêter le lait de vache, ce qu'ils ont souvent fait d'eux-mêmes parce qu'ils étaient douloureux avec, de diminuer la ration de gluten, d'essayer
de varier les farines de pain, épeautre, seigle, pain complet, ou les pâtes, prendre des pâtes thaïlandaises à base de farine de riz, pour qu'ils soient un peu soulagés, qu'ils aient moins mal avec le traitement. D'autrement, le lévocarnil, qui est un complément alimentaire, c'est la L-carnitine, un acide aminé qui est donné pour les myopathes, qui marche bien au niveau du muscle. Et souvent, dans cette pathologie, vous avez des douleurs musculaires et des contractures, et ça marche bien, l'évocarnil. C'est entre 4 et 6 doses par jour qui peuvent améliorer. Là, on est hors AMM. Hein. Moi, les médecins de la douleur doivent m'en prescrire. Donc, avec eux, c'est pris en charge. Ça marche bien. L'inconvénient de la L-carnitine, c'est qu'il y a 1% des gens qui n'ont pas l'enzyme pour éliminer la L-carnitine et où ils n'en ont pas assez. Alors, c'est très simple. Le résultat, c'est que généralement, ça vous ramouille les selles, ça peut vous donner des diarrhées, mais surtout, ça vous donne une transpiration épouvantable avec une odeur de poisson pourri. J'en ai eu plusieurs, donc là, il faut arrêter. C'est qu'ils n'ont pas l'enzyme pour le métaboliser. Donc, même si ça fait du bien, c'est épouvantable, ça sent trop mauvais. Et là, pour les troubles digestifs à type de diarrhée, en fait, là, si à 6, on a diarrhée, si on diminue à 4, il y a encore un effet thérapeutique, ils n'ont plus de diarrhée. Pour les dystonies, les raideurs musculaires, il y a des fluctuations de dopaminergique, en fait. Souvent, la dopamine est fabriquée avec l'L-tyrosine dans l'intestin. Et du fait qu'il y a des problèmes intestinaux, c'est mal absorbé, donc on a des fluctuations de dopamine, c'est des pseudo-Parkinson, il y a aussi des tremblements. Donc moi, ce que je fais, généralement, je donne de la tyrosine le matin et le midi à 500 mg en préparation. Je regarde ce qui se passe, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas suffisamment, on est souvent obligé de donner du Modopar. Nous avons des consoeurs qui ont le CED qui travaillent ils ne peuvent travailler qu'avec du Modopar matin, midi et soir. Mais je demande j'ai travaillé avec des neurologues qui connaissent le CED, par acquis de conscience, je leur demande de valider la prescription. Nous avons aussi le baclofène qui marche bien. Hein, je pense que notre président, pour vous en parler, l'utilise bien. Vous avez les pages de Versatis qui marchent bien pour les hyperesthésies, pour les douleurs de brûlure cutanée. Il n'y a pas l'indication. Je vous rappelle que l'indication des Versatis, c'est le Zona uniquement. Sinon, ce n'est pas remboursé. Ça passe par le médecin de la douleur qui l'utilise. Hein. Et les injections de xylocaïne locale, très peu. Moi, je mets une goutte à peine en profondeur avec des aiguilles très, très fines sur des points clés. Et effectivement, on a des résultats qui peuvent durer d'une semaine à 3 mois pour calmer les douleurs. Je fais une dizaine d'injections à chaque fois. Ça calme bien et les gens sont contents. Ils me téléphonent, ils passent en droit de patient pour que je leur en fasse une autre séance 3 mois après parce que ça les a bien soulagés. Alors ça, c'est pas compliqué à faire. Il y a très peu à injecter, c'est quasiment de la maison. Vous avez un document qu'on peut vous adresser, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail, je vous renvoie le document pour faire ces injections. Alors, ce n'est pas spécifique du CED, c'est une thérapeutique qui est utilisée ailleurs, qui est dans d'autres pathologies. C'est par analogie qu'il a été dans le CED et que ça marche bien. Hein. Les points d'injection, en fait, c'est comme l'acupuncture, ils sont repérés avec la douleur. Moi, je palpe, on trouve les points douloureux exquis et je les marque avec un petit crayon et je fais l'injection. Je fais le point je fais le quart des points douloureux avant de faire les injections. Je pique là où ça fait mal et on arrive à de bons résultats et c'est assez simple à faire. Bien sûr, vous avez des thérapeutiques accessoires, mais qui sont intéressantes. Hein. Vous avez l'hypnose, souvent les douleurs les utilisent. Hein. Il faut s'extraire de la réalité quotidienne. L'état hypnotique vous aide à appréhender une douleur sous un angle tout à fait nouveau. Hein. Et surtout, les gens font de l'auto-hypnose. J'ai vu des patients qui étaient douloureux en salle d'attente, qui faisaient de l'auto-hypnose, ils étaient dans leur coin pour essayer de mieux tolérer leur douleur. Et ça marche. Hein. La qualité de vie est meilleure, la douleur est moins pénible. Hein. On prend moins de médicaments. Et ça permet, si on a moins mal, on peut reprendre une activité, c'est important. Oui, maintenant, la l'hypnose 2.0 pour les grands boulets, on vous met un casque 3D là, hein, en vision, et on vous fait bader sur une plage ou en montagne. C'est très sympathique et c'est efficace. C'est aussi efficace et analgésique. Chez les amputés, on s'assure par le fantôme, donc effectivement, ça existe. Et ça commence à être utilisé, ça réduit la fréquence et l'intensité de la prise des médicaments. Hein. Et ces séances dont on bénéficie de 6 mois. Dans le cas des brûlés, dans le cas du CED, je pense que dans les centres de douleur, il faudrait essayer de l'utiliser pour ceux qui en ont. Bien sûr, vous avez la méditation, la pleine conscience, la sophrologie qui vous aident. Hein.
Voilà, le patient porte son attention sur ce qu'il ressent, il observe ses douleurs, il les accepte, il est moins anxieux, moins dépressif, il apprend à gérer sa douleur, c'est essentiel. Hein. Effectivement, quand on fait une IRM, on voit qu'il y a une modification des régions impliquées dans le contrôle et la régulation des émotions, ce qui permet de diminuer la douleur. Nous avons quand même un feedback négatif qui permet de filtrer la douleur, mais qui marche mal dans le SED. Là, on va parler plutôt du PNDS de juin 2020, hein, qui a défini pas dans la HSD, mais dans le syndrome d'Ernow-Sipambile, les traitements qui étaient indiqués. Hein. Comme il n'y a pas d'études en double aveugle pour l'instant pour une maladie rare, bien entendu, ça intéresse ceux qui ont un labo parce qu'il faut les financer. L'oxygène n'est pas retenu dans le remboursement, ni le lévocarnine, ni le baclofen, ni le lévodopa, malgré que ça marche. Et on va en reparler. Effectivement, c'est un genre de produit qui est prescrit. Moi, je passe par les centres antidouleurs. Je travaille avec deux allergologues, à Toulouse et à Bordeaux, et qui connaissent bien le SED et qui utilisent ça, et ça passe au niveau de la Sécu dans le cas de la douleur stricte. Je vous rappelle les livres essentiels. Vous avez le livre du professeur Ramonet, La maladie oubliée. Là, vous avez une description clinique du SED avec tout ce qui peut arriver, sachant que je vous rappelle qu'il y a 28 gènes dans le SED, que vous avez chacun qui sont atteints du SED, chacun a son cocktail de gènes atteints plus ou moins, donc chaque malade est un petit peu différent, et là vous avez la description de tout ce qui peut se passer. Et un livre de notre ami Stéphane Dens, médecine interne dermatologue en Belgique, président du JARCED Belgique, qui a abordé la même chose, mais dans un aspect plus pratique, avec des solutions apportées. Voilà. Et que celui-là, vous le trouvez, là, c'est en l'amatant pour M. Amonet, pour M. Dens, vous le trouvez sur Amazon, puisqu'il a fait une autopublication. Voilà. Maintenant, on attend vos questions. Sachant que je vous répète, on ne donne pas tout ça à la même personne en même temps. Ça n'a aucun sens et elle ne fera rien du tout. Donc, il faut cibler la thérapeutique que vous utilisez. Daniel, quelque chose à ajouter? Non, rien de particulier. Ton exposé était parfait, complet. J'ajouterais que c'est quand même le deuxième volet de CED en ligne, qui est donc un enseignement en ligne du GERCED, et que les intervenants n'ont aucun conflit d'intérêt. Voilà, c'est quand même important à préciser. Il y avait une question sur l'enregistrement. Oui, il y a un enregistrement de nos interventions qui est fait. Le visionnage peut être fait très rapidement pour les adhérents et dans le mois d'après pour les non-adhérents. Et on vous encourage à adhérer au GERCED pour mieux vous informer, mieux vous former, puis nous encourager à pouvoir continuer. Voilà. C'est rare qu'un tel enseignement sur le SED soit en accès libre et gratuit, et c'est ce que nous ferons, et c'est ce que nous allons faire tous les mois à venir. Je rappellerai, et je profite de ce petit temps puisqu'il n'y a pas spécialement de questions qui sont posées, qu'au mois de novembre, ce sera sur la cardiologie et les troubles de la proprioception, et qu'au mois de décembre, ça sera sur le syndrome d'activation mastocytaire. Voilà. Et puis après, ce seront des tables rondes tous les mois suivants. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions voilà, sur les sur cervicales? L'événement composite remonte au cou, mais ne tiennent pas, ne remontent pas sur les cervicales. Les cervicales, il y a des orthèses spéciales. Ça, c'est plutôt du ressort du MPA. Je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel. Oui, tout à fait. Voilà, mais c'est vrai que ça. Pas d'autres questions? Est-ce qu'il peut y avoir des questions orales ou pas, Michel? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y en a? On dispose de 5 minutes. S'il y a des questions, après, on enchaîne sur l'exposé. Je pense que le mieux, c'est que tu poses des questions par écrit, parce que là, ils sont nombreux. Si je dois ouvrir tous les micros, ça va être un petit problème. Alors, éventuellement, on aura à la fin des questions orales sur les traitements, et on peut éventuellement
Voilà. euh, Il y a comment... une question là sur les vêtements compressifs. Comment se Oui, passent les patients qui ont des intolérances médicamenteuses? Facilement, on privilégie les vêtements compressifs. Effectivement, on privilégie les traitements, tous les autres traitements que je vous ai donnés, parce qu'on a souvent des patients qui ne oui. supportent pas, qui ne Là, supportent pas les médicaments. il y a peut-être une question un petit peu spécifique, c'est-à-dire que il arrive que les vêtements soient très mal supportés et qu'en fait, il puisse y avoir un sama qui fait que les vêtements sont mal supportés. On met à ce moment-là, on essaie de voir par des questionnaires spécifiques, ça sera l'objet, le sama de l'intervention du mois de décembre, mais il y a un questionnaire spécifique pour les gens qui ont un CED, savoir s'ils ont un SAMA probable ou pas, et qu'à ce moment-là, s'ils ont un SAMA probable, on donne un traitement du SAMA, tel que tu l'as indiqué tout à l'heure, Michel, grosso modo, et à ce moment-là, les vêtements peuvent être supportés et on a accès à ce traitement par les vêtements compressifs qui était un petit peu interdit par des réactions trop importantes. Intolérant, oui. Ça marchait pour le bas, mais pas pour l'eau. C'est vrai que pour l'eau, il faut vraiment faire pas de compression abdominale et faire un temps du sama, tu as raison. Si je peux juste Oui, rajouter quelque chose pour rebondir oui, sur ce bien que sûr. tu disais, Michel, par rapport aux dysfonctions mitochondriales et à la personne qui est substituée en plus en ADP. Il y a aussi, enfin ça c'est vraiment à titre expérimental que j'ai pu voir ça, c'est pas du tout, ça doit faire l'objet d'une recherche un jour ou un autre, mais il y a aussi un autre précurseur de l'ATP qui, chez certains patients que je suis, donne des bonnes réponses, c'est le NAD, alors qui n'est absolument pas remboursé et qui coûte cher, mais qui donne des Ça, très bonnes réponses sur la fatigue. c'est le nicodine, l'adénosine, voilà. Je cherchais le Voilà, nom. c'est ça. C'est ça, c'est Le cela. nicotinamine adénosinnucléotide, donc qui se trouve en ligne. Il faut faire attention à la qualité qu'on prend et c'est pas remboursé et c'est hors AMM et c'est hors tout. Mais en fait, c'est le deuxième métabolite avant l'ATP. Donc, Voilà. qui donne des très bons résultats sur la fatigue sur les quelques patients chez lesquels j'ai été amenée à en prescrire. Associé à l'oxygène, souvent. Ah oui. Mais ça marche pas chez tout le monde. Hein. J'ai pu aussi tester le NAD chez des patients en prévenant effectivement du coût. C'est un coût, c'est à peu près 40 € par mois et qui peut effectivement avoir de bons résultats et qui se trouve particulièrement sur le net. C'est lorsqu'on n'y arrive pas, c'est en dernière solution effectivement d'essayer ce NAD+. Oui, oui. On arrive à 3/4 d'heure. Oui. Une petite question, je n'ai pas parlé de tout. Là. Il y a des choses qui sont utilisées. Des gens qui utilisent les huiles de CBD. Alors, ça a des actions antihistaminiques puissantes, apparemment. Donc, on a des améliorations du SAMA avec ça. Et chez certains patients, ça calme leur douleur. Maintenant, voilà, il n'y a aucune étude. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des passeurs qui utilisaient la Ritaline chez les gens qui avaient des hypersomnies, en fait. Et c'est les gens qui étaient des hypersomnies, ça arrive dans le CED et qui prennent la Ritaline, voyaient leur symptomatologie douloureuse s'améliorer. Voilà, mais ça, c'est de l'expérimental. C'est pour vous dire qu'il y a il y a chaque année des traitements qui sont expérimentés et qu'on ne vous a pas cités aujourd'hui. Ce n'est pas exhaustif. Michel, il reste 2 questions si tu veux répondre. Oui. Les orthèses, effectivement, vous pouvez les prescrire. Moi, je travaille avec des orthésistes voilà, avec qui je suis en confiance et qui connaissent très, très bien le CED, qui ont eu des dizaines de patients. Donc, effectivement, moi, après, ils les examinent, ils font des essais, ils me passent un coup de fil en me disant, voilà, je pense que ça sera utile. Voilà. Et je prescris des orthèses de poignet. Et après, on décide ensemble de l'orthèse qu'on va faire en fonction de ce qu'il a remarqué dans son examen. Mais c'est les orthésistes, ils vous gardent pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, même 1 heure, pour essayer de voir ce qui vous va le mieux. Et vous pouvez les prescrire. Voilà. Vous avez le problème, c'est là, vous avez les orthésistes qui sont en ligne, hein, qui se forment pour pouvoir équiper les gens régulièrement. Alors, je ne sais pas si nous, on a le droit de diffuser le nom des gens qui connaissent, mais bon, il vaut mieux s'adresser aux gens qui connaissent le CED, qui sont formés et qui savent les avantages et les inconvénients. Hein.
Les insomnies chroniques chez le CED, alors les insomnies sont fréquentes, hein. Généralement, il y a des problèmes d'endormissement. Je n'en ai pas parlé, mais quand vous avez un endormissement difficile, chez le professeur et nous, on donne de la mélatonine, mais à 4 mg. Des préparations à base de mélatonine 4 mg qu'on prend le soir, ça induit le sommeil, ça ne fatigue pas, ça facilite le sommeil pour essayer de mieux dormir. Mais moi, honnêtement, tous mes patients qui ont des troubles du sommeil passent par une polysomnographie avec détection de mouvements périodiques, parce qu'il y a souvent un carence en fer, 10 mouvements périodiques, 10 mouvements jambes sans repos, 10 épuisés, 10 troubles du sommeil. Donc, je fais polysomnographie avec mouvements périodiques, avec le pneumo. Je travaille avec 4 ou 5 pneumos qui connaissent et qui déterminent quelles sont les carences. On rétablit le fer, on traite par dopaminergique les mouvements périodiques et on regarde si souvent dans les selles, il y a des carences dans les structures du sommeil. Il manque de sommeil réparateur. Et je pense que là, gérer une insomnie, moi, je passe toujours, je donne systématiquement, quand je vois le patient, difficulté d'endormissement, je donne de la mélatonine 4 mg en préparation et je confie ça avec polysomno et détection de mouvements périodiques. Et après, on fait le point avec le pneumo, voir ce qu'on peut compléter. Il y a encore quelques questions sur ATPadène, je ne sais pas ce que c'est. C'est un vieux médicament, mais ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas de l'ATP, c'est l'ADP. Aloe vera depuis 13 ans pour douleurs et fatigue ainsi que probiotiques. À chaque fois, voilà, les probiotiques sont voilà. À chaque fois, il peut y avoir des recettes individuelles qui sont toujours intéressantes. Toujours intéressante. Ça. Nous, on découvre tous les jours, on est effectivement à l'écoute de ce qui peut pas. On apprend des patients. Exactement. Ils ont des recettes. Vous avez des forums de patients comme CED in France. Ils sont très compétents. Là, vous pouvez changer parce que là, vous changez la recette. Voilà, voilà. Les résines, les résines, on n'a pas de. Alors, on va arrêter un tout petit peu les questions. On va juste répondre à 2 ou 3 et puis il faut passer au reste. Sinon, tout le monde va être très fatigué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un risque de fonte musculaire important en permanence des orthèses? C'est non, mais d'une façon radicale. Non, on peut porter les orthèses sans… Est-ce qu'il y a une préférence sur la résine thermophore bas? Non, ça c'est lorsque un orthésiste est bien habitué, il faut voilà, et en particulier pour des attelles de fonction, il faut que ce soit souple. J'utilise le Novotan, je vois qu'il y a le nom, c'est Novotan. Voilà. Donc, je vous propose qu'on passe et on pourra répondre après aux autres. S'il reste des questions, on fera des questions à la fin et éventuellement orales. D'accord. Sinon, on va voilà. Donc, l'intervention suivante, c'est la mienne. Donc, il faut que… Voilà, il faut que je… Voilà, c'est moi qui l'ai, je fais diaporama. Voilà, et ben voilà, c'est bon. Donc, la deuxième intervention, le PNDS des CED-NV, ça veut dire le protocole national de diagnostic et de soins des syndromes d'Ehlers-Danlos non vasculaires, et les informations pour remplir la grille diagnostique. La grille diagnostique, c'est la grille des critères de New York, qui a été faite par un consortium de spécialistes en 2017, et qui est aussi la référence diagnostique du PNDS. Un PNDS, c'est un petit peu fait par un plan national des maladies rares qui vient du ministère. Il y a 23 filières de soins des maladies rares. Il y a 7000 maladies rares, 23 filières. Celle qui nous intéresse, c'est la filière OSCAR, os, calcium, cartilage. Et c'est cette filière qui a écrit le PNDS pour les CED. Un PNDS, donc, est un document qui a pour but, entre guillemets, d'expliciter la prise en charge diagnostique et thérapeutique, le parcours de soins d'un patient,
il a pour but d'optimiser et d'harmoniser la prise en charge et le suivi de la maladie rare sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que ce plan, ce protocole national de diagnostic et de soins, il définit le diagnostic, comment le faire, les soins, il donne des systèmes, il nomme des centres de référence et puis en dessous des centres de compétences qui sont diffusés dans la France. Et c'est quelque chose d'un petit peu exemplaire, hein, ce qui se passe, un PNDS pour les maladies rares. Il y a bien des pays qui nous envieraient ces PNDS pour les maladies rares. Il s'avère que pour le 7, ce n'est pas très bien adapté et on va voir pourquoi, comment. Ce PNDS n'aboutit pas aux 5 missions qui doivent exister, c'est-à-dire permettre un diagnostic rapide pour éviter l'errance et l'impasse diagnostique, innover pour traiter, pour que la recherche permette l'accroissement de moyens thérapeutiques et de nouveaux médicaments, améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades, communiquer et former en favorisant le partage de la connaissance et des savoir-faire sur les maladies rares, moderniser les organisations, optimiser les financements nationaux. Alors, je vais commencer déjà à faire des commentaires sur communiquer et former en favorisant le partage, puisque il est bien évident que dans ces missions et dans ce qui est prévu, eh ben, on est tout à fait d'accord et que nous avons voulu communiquer et partager, en particulier avec la filière Oscar et les centres de référence, et qu'on a multiplié les courriers, les mails, et que pour l'instant, le 14 octobre 2021, on n'a jamais eu de réponse. Ce qui est presque pire, c'est qu'on n'a même pas eu de réponse nous disant qu'ils avaient reçu nos courriers et nos mails. C'est un petit peu dommage. Bon, en tous les cas, c'était dans l'émission. Le PNDS a été publié en juin 2020 par la HAS, c'est tout à fait récent, et nous en avons discuté, le GERCED et avec d'autres associations, et en particulier des associations de patients, et le CAPCED à l'époque, que nous avions créé. On a eu des discussions tout 2019 avec des échanges de courriers, des critiques et des critiques constructives. Donc, dans cette étude du PNDS, on va étudier, on va détailler le diagnostic des SED et des HSD, les traitements qui ont été, surtout les traitements qui ont été interdits par cette publication que tu as abordée tout à l'heure, Michel, et la position pour les HSD non bénéficiaires de ce PNDS. Le diagnostic, les critères utilisés sont des critères internationaux de New York, établis par le Consortium international en mars 2017, comme je le disais tout à l'heure. Cette classification décrit 13 types de SED, et comme le dit le PNDS français, pour le type hypermobile, SED-H, le diagnostic repose sur une grille de critères cliniques. On va tout de suite aborder cette grille de critères cliniques. On va se rapprocher aussi un petit peu de ce flyer que le GERCED a fait tout de suite après la publication de ce PNDS. Il y a en fait 3 critères, critères 1, 2, 3. Le critère 1 est en fait le score de Beighton. Le score de Beighton, on va le redéfinir un tout petit peu. C'est un score sur 9 points, 2 points lorsqu'il s'agit de phénomènes bilatéraux. Le premier qui vaut un point à droite et un point à gauche, c'est l'hyperextension bilatérale de la 5e métacarpophalangienne supérieure à 90 degrés. Il faut que, effectivement, ça fasse plus de 90 degrés cette flexion. À droite, à gauche, ça fait 2 points. La possibilité de toucher le pouce
l'avant-bras, donc à droite, à gauche. Alors, ce mouvement-là, moi, je demande aux patients de le faire parce que ça peut être douloureux même en faisant attention. Après des années d'examen, il m'est arrivé en prenant toutes les précautions possibles de provoquer une douleur. Je le regrette assez après parce que ça dure un peu et que ce n'est pas notre travail de faire des douleurs, c'est bien l'inverse. Et que ce test, je commence le mouvement et je demande aux patients de terminer cette flexion sur le doigt. Alors, je voudrais dire, parce que je sais qu'il y a eu des confrères qui pensaient que ce score-là, c'était le patient qui amenait tout seul son pouce sur l'avant-bras sans s'aider de l'autre main. Alors là, effectivement, ça doit être une hyperflexion, une hyperextension particulière. Ensuite, après, on a le récurvatum du coude, qui doit faire plus de 10 degrés par rapport à un angle plat de 180, il faut effectivement pouvoir avoir un angle de 10 degrés. Alors, ce récurvatum, aussi bien du coude que du genou que nous allons voir tout à l'heure, eh bien, 10 degrés. Alors, entre 8 degrés et 12 degrés, ça peut être quand même un peu difficile. Et que là, l'appréciation peut être effectivement sujet à caution et suivant les examinateurs. C'est facile, hein, quand ça fait 20 degrés, c'est évident. Quand ça fait entre 8 et 12, alors il y a des appareils, des volumémètres pour mesurer. Et donc, lorsque c'est limite, c'est limite à l'appréciation individuelle. De la même façon, alors ça fait des deux côtés, donc 2, 4, 6, et puis 8 pour le genou, qui est un récurvatum. Deux façons de le rechercher, ou bien debout avec la verticale, et on voit si ça fait 10 degrés, ou bien le patient est à l'horizontale sur la table d'examen, et avec une main, on met la main sur le quadriceps au-dessus du genou, et avec l'autre main, on essaye de soulever le talon et on voit si on a 10 degrés. Là aussi, il y a certains médecins qui demandaient au patient de soulever lui-même son talon de la table d'examen pour voir si ça faisait plus de 10 degrés. Ce n'est pas au patient de le faire, là c'est dans le mouvement passif, on voit s'il y a un récurvatum. Ce sont des petites choses, mais voilà, l'examen doit être très précis. Et le 9e point, si on l'appelle le 9e point, c'est effectivement de pouvoir que le patient puisse toucher la paume de ses mains par terre avec les jambes tendues. Donc ça, on s'est aidé du flyer, mais nous avons aussi au GR7 fait une fiche pour les soignants, pour remplir, ça devient tout simple, vous allez voir au fur et à mesure. Donc, les critères diagnostiques du syndrome d'Ehlers-Danlos depuis mars 2017, repris par l'EPNDS de 2020. C'est exactement le même. Et là, nous avons extension du 5e doigt, droite, gauche, on coche, on fait une croix ou on met un 0 si c'est pas voilà, et puis on compte et on voit, on met un total. On peut avoir un total de 6, 5, 4, 3, 2. Voilà. Pour que ce critère 1 soit validé, il faut que le score de Baton soit au moins 6 pour les enfants et les prépubères, en dessous de 12 ans donc, puis à 5 entre 12 et 50 ans, et pour les plus de 50 ans, au moins 4 sur 9. Donc, on inscrit le score, on regarde l'âge, et on voit si c'est validé ou pas. S'il manque un point, et en particulier pour les adultes, à ce moment-là, il y a un questionnaire de rattrapage d'un point. Imaginons par exemple que ce soit quelqu'un de 60 ans qui ait un score de 3 sur 9. Peut sembler, ah ben non, il n'est pas hyperlaxe. Oui, il a 3 sur 9. Alors, ce n'est pas beaucoup par rapport à un enfant qui, lui, a 7 sur 9, mais ça peut arriver. À ce moment-là, il y a une possibilité de rattrapage
pour éventuellement à ce que cette personne ait 4 sur 9. Et à ce moment-là, on remplit ce questionnaire 5QP. Il y a 5 questions, il faut répondre positivement à 2 questions pour que ce questionnaire supplémentaire 5QP soit validé et qu'on rajoute un point. Ces 5 questions sont: pouvez-vous ou avez-vous pu poser vos mains à plat sur le sol sans plier les genoux? Si oui, encore, sinon, bon, voilà. Pouvez-vous ou avez-vous pu plier votre pouce pour toucher votre avant-bras? Troisième question, enfant, amusiez-vous vos amis en contorsionnant votre corps dans des positions étranges ou pouviez-vous faire le grand écart? Enfant ou adolescent, votre épaule ou votre genou se sont-ils luxés plus d'une fois? Et cinquième question, vous considérez-vous comme désarticulé avec des articulations hyperlaxes? 2 réponses positives sont suffisantes pour rajouter un point s'il a à manquer. Si on a un score de New York satisfaisant, on ne pose pas ces autres questions. Maintenant, on va arriver au critère 2 de ce questionnaire. Le critère 2 peut sembler un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des caractéristiques A, des caractéristiques B et des caractéristiques C. Les A sont des signes cliniques, les B, c'est héréditaire, et les C, ce sont des douleurs musculo-squelettiques. On va prendre donc ces caractéristiques A. Alors, pour que ce caractère 2 soit validé, mais je vais revenir, il faut qu'il y ait pour que ce critère 2 soit validé, il faut qu'il y ait 2 caractéristiques qui soient validées, ou A plus B, ou A plus C, ou B plus C, ou A plus C, ou A plus B plus C. Mais il en suffit que 2 soient validés pour que ce critère 2 soit validé. Je reviendrai dessus, ça peut sembler un peu compliqué parce que je vais très vite, mais on va prendre donc d'abord ces caractéristiques A. Il y a 12 signes cliniques et il faut que 5 soient présents pour valider ces caractéristiques A. Alors on va les prendre. Peau inhabituelle, douce et veloutée, c'est assez étonnant. Les patients SED, ils ont effectivement une peau particulièrement douce et veloutée, inhabituelle. Voilà. Deuxième chose, c'est une hyperextensibilité cutanée, plus de 1,5 cm sur l'avant-bras non dominant. Voilà, c'est comme ça que c'est rédigé et il faut en tenir compte, et sur le dos de la main. 1,5 cm, c'est suffisant, et c'est de 1,5 cm à 2,5 cm. Et lorsque c'est plus que 2,5 cm, à ce moment-là, on est en droit de se poser la question si ce n'est pas une autre pathologie ou un CED-C classique, qu'on appelait classique ou cutané. Donc, ce n'est pas les images caricaturales d'un pli extensible voilà, qu'on peut voir dans les foires. Là, c'est entre 1,5 cm et 2,5 cm. C'est déjà beaucoup pour une hyperextensibilité cutanée. Les vergetures, donc les vergetures sur le dos, les cuisses, la poitrine, l'abdomen, les fesses. Alors, ces vergetures ne sont pas retenues s'il y a eu des pertes et des gains de masse graisseuse et de poids, et elles ne sont pas retenues lorsqu'une femme a eu des enfants. Alors, c'est comme ça, il faut appliquer ce qui est nommé, et nous le remplirons de cette façon la plus honnête possible. Lorsqu'une femme qui a eu un enfant ou plusieurs enfants dit mais moi, adolescente, j'avais déjà des vergetures, eh bien, c'est formulé de telle façon qu'on n'en tient pas compte, c'est-à-dire qu'on ne tienne pas compte de ce que peut annoncer cette femme qui a eu des enfants. Donc, on le remplira comme ça, on fera les remarques après dans l'écrit.
Les papules piézogéniques bilatérales des talons. Alors, je n'ai pas de photo, j'en ai après si on a le temps dans les questions. Les papules piézogéniques bilatérales des talons, d'abord il faut que ce soit bilatéral, ce sont des petites hernies graisseuses qui sont sur les faces internes des talons et qu'on met en évidence en appuyant, en mettant une pression sur les talons, ou alors lorsque les gens sont debout, appuyés sur leurs talons, on s'agenouille et puis on vient regarder et éventuellement toucher cette face interne des talons pour voir des petites hernies qui sont 1 millimètre graisseuses. Il faut savoir que ces papules piézogéniques, il y a une thèse, en particulier méasiatique, qui dit que 45% de la population a des papules piézogéniques. Donc, c'est relativement fréquent. Est-ce qu'il existe des hernies, en particulier crurales, fémorales, ombilicales? Est-ce qu'il y a un prolapsus pelvien, rectal ou utérin chez un enfant, un homme bon, rectal, ou une femme nullipare? Voilà, là on retombe dessus, c'est-à-dire que si elle a eu des enfants, même si elle avait ce prolapsus avant, on n'en tiendra pas compte. Un chevauchement des dents et un palais haut ou étroit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des chevauchements et un palais haut ou étroit. Pour la petite histoire, voilà, ce sont des spécialistes du GRSED et en langue anglaise qui ont rectifié le document de départ de traduction qui a été fait par la filière parce qu'ils avaient mis palais haut et étroit alors que c'est haut. Comme quoi, au moins, le GRSED a servi à quelque chose, mais il a servi à bien d'autres choses. Une arachnodactylie, ça c'est un signe marfanoïde. Le signe de Walker, le patient prend son poignet et essaye de joindre le pouce avec l'annulaire. Non, l'auriculaire, excusez-moi, le dernier, le 5e, et il faut que ça se touche facilement. Alors, j'ai revérifié il n'y a pas longtemps, parce qu'il y avait un confrère qui me disait « Non, il faut que ça chevauche d'une phalange. » Non, 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 il faut simplement que ça se touche facilement. Il n'est pas une obligation qu'il y ait un chevauchement d'une phalange entière de l'auriculaire. Ça, c'est le signe de Walker. Donc, il faut qu'il soit bilatéral, et ce signe-là suffit pour affirmer cette arachnodactylie. Et puis le second signe qui peut être demandé, c'est le signe de Steinberg. Le pouce est mis dans la paume et puis la main se ferme dessus et en fermant la main, il y a là une phalange du pouce qui peut dépasser à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est le signe de Steinberg. Des deux côtés, ou l'un ou l'autre, et ça valide. Ensuite, après, c'est le rapport de l'envergure sur la taille. Il faut qu'il soit supérieur à 1,05. Là aussi, c'est un signe de marfanoïde. Et puis, deux autres signes. Prolapsus de la valve mitrale, léger ou plus marqué, mais basé sur des critères échocardiographiques stricts. Et puis, une dilatation de la racine aortique avec un Z-score supérieur à 2. Voilà, ce sont les 12 signes. Il faut qu'il y en ait 5. Voilà ce que ça donne sur la grille du GRSED. On a là tous les signes cliniques que je viens d'énumérer. Donc, j'ai oublié la cicatrice atrophique. Il faut qu'il y ait au moins 2 sites de cicatrices un petit peu atrophiques, sans de signes d'hémosidérine ou une cicatrice trop papyracée. Papyracée, c'est en papyrus, c'est-à-dire une cicatrice très large, très fine, mais très très fine, qui, quand on en a vu une fois, effectivement frappe. Lorsqu'il y a de l'hémosidérine et des cicatrices très larges papyracées, on a à penser à plutôt un 7C. Donc, on coche là le nombre de cases, on compte, supérieur, 5 est supérieur à 5, le critère 2A est validé, oui, il n'est pas validé, c'est non, et voilà. Donc là, ce signe des critères 2, ce signe clinique A des critères 2, 5 sur 12 c'est bon, moins c'est pas bon.
Le critère 2B, en fait, ce sont les antécédents familiaux. Il faut qu'il y ait dans la famille au premier degré au moins un cas, père, mère, enfant, frère, sœur, et on compte le nombre de cas, mais un seul suffit pour dire le critère 2B est validé, oui, ou 0, il n'est pas validé. Le critère C de 2C, donc A, B, C, c'est le troisième critère de cette fraction C, ce sont des atteintes musculo-squelettiques. Il faut qu'il y en ait au moins 1 sur 3. Donc, est-ce qu'il y a des douleurs musculo-squelettiques d'au moins 2 membres tous les jours depuis plus de 3 mois? Oui, non. Des douleurs diffuses depuis moins de 3 mois? Oui, non. Des luxations ou instabilités articulaires sans traumatiques au moins 1 point sur 2, c'est-à-dire au moins 3 luxations de la même articulation ou au moins 2 luxations pour 2 articulations différentes. À ce moment-là, on coche. Instabilité d'au moins 2 sites sans traumatisme auparavant, c'est-à-dire des entorses de la cheville, du genou et des doigts et du poignet et du coude et de l'épaule, torse épaule moins, et à ce moment-là, on coche. Est-ce qu'il y a sur ces 4 indications une case de cocher? À ce moment-là, c'est 1 et ça valide ce C des critères 2. Donc, est-il validé? Oui ou non? On a vu les critères 1, les critères 2 avec ABC, et puis après les critères 3 qui sont des critères d'exclusion. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une autre maladie? Est-ce que ce n'est pas, il faut là faire le diagnostic différentiel. Est-ce que c'est une peau hyperextensible, donc de plus de 2 cm, ou avec des cicatrices papyracées? Est-ce que c'est une autre maladie acquise ou héréditaire des tissus conjonctifs, auto-immune? Voilà, ce sont là les diagnostics différentiels d'autres anomalies génétiques du tissu conjonctif comme des chondrodysplasies et d'autres. Là, il faut avoir 0, c'est-à-dire ça n'est pas un diagnostic différentiel qui est mis en jeu. Le critère 3, là c'est une petite erreur. Le critère 3 est-il validé? Oui, non. Voilà. Et on arrive au résultat final. Ça devient tout simple avec cette grille, hein, mais c'est la grille qui est imposée par le PNDS et qui a été proposée par le Consortium international de New York en 2017. Critère 1, est-ce que c'est validé? Est-ce que le score de Bayton, il est à combien? Est-ce qu'il est validé? Oui ou non? Le critère 2, est-ce que le A est validé? Est-ce que le B est validé? Est-ce que le C est validé? En sachant que AC ou AB ou BC ou ABC, c'est suffisant. Est-ce que le critère 3 est validé? Si on a critère 1, critère 2, critère 3 validé, eh bien à ce moment-là, c'est un SED hypermobile. Cette grille, elle est pour les SED hypermobiles et uniquement pour les SED hypermobiles. S'il manque un signe, quel qu'il soit, voilà, il manque là un signe clinique. Il n'y a pas, par exemple, de hernie. Il y en a 4 sur 10. Si jamais il y a une hernie, à ce moment-là, eh ben, ça devient un 7. Est-ce que s'il n'y a pas dans la famille au premier degré, de gens au premier degré qui sont diagnostiqués, s'il y en a un, eh ben, ça rajoute un point. Donc, là, c'est un SED H ou éventuellement un HSD, c'est-à-dire un patient qui est atteint d'une maladie du spectre de l'hypermobilité. On reviendra là-dessus sur les HSD, spectre de l'hypermobilité. Une petite critique des critères. Les limites du score de Bayton. Stéphane Dance, dans son bon bouquin « Apprivoiser le syndrome d'Ehlers-Danlos », a bien explicité ces limites du score de Bayton. Pour lui, on est d'accord avec lui. 4 points sur 9 sont concentrés sur la main, hein, où il y a une arthrose et des traumatismes sont fréquents. Hein. Il y a souvent des
des entorses à répétition ou des luxations des doigts et des poignets. 2 points sur les genoux, là aussi il y a des traumatismes fréquents sur les genoux et même des interventions qui sont vraiment pas rares. 2 points sur les coudes, il y a souvent des tendinites et à ce moment-là jusqu'où on peut étendre le coude complètement. Et 1 point pour la flexion du rachis qui en fait ne peut pas se faire. On est étonné par des enfants qui sont hyper souples, qui nous montrent des choses, mais qui ne peuvent pas se pencher en avant. Ils ne peuvent pas se pencher en avant parce que les muscles, les ischio-jambiers sont rétractés et que ces muscles fléchisseurs font que ça donne des douleurs dans les jambes alors que les hanches sont très souples. Et normalement, cette flexion du rachis, c'est surtout pour tester éventuellement ces hanches. Donc, par contre, si on met ces enfants qui n'arrivent pas, qui ont tous les autres points positifs et qui n'arrivent pas à se pencher en avant, on est étonné, ils se penchent en avant, ils atteignent leurs genoux seulement. Si on les met on les allonge sur le ventre, à ce moment-là, les genoux touchent les fesses avec une facilité déconcertante. Donc, Stéphane Danz dit pourquoi n'avoir pas pris en considération d'autres articulations comme l'épaule, le signe de Sipel, les hanches ou les chevilles. Des critiques d'ordre général, j'ai déjà abordé les papules piézogéniques qui sont fréquentes avec, pour un même point, une dilatation de la racine de l'aorte avec un score Z, un Z-score supérieur à 2 qui est, pour des cardiologues chevronnés qui n'en ont pas vu beaucoup. Les dires des patients, on en a parlé sur les vergetures, par exemple, et effectivement sur les critères de clinique générale, pourquoi ne pas avoir intégré des comorbidités qui sont pour nous pratiquement des signes cliniques et relativement spécifiques, comme une fatigue, la dysautonomie, les troubles de la proprioception quand même, des dysautonomies quand même, fragilité des tissus, une difficulté à la cicatrisation, un SAMA associé, des hématomes, diverticules précoces, des kystes, des adénomes fréquents, un qui arrive. Le SAMA associé, bon, je vais sur l'ordre de l'établissement du PNDS et à la réducture, nous avons demandé avec le GERCED et avec une autre association, mais particulièrement le GERCED, à ce que le SAMA soit effectivement intégré dans les signes cliniques et surtout pour la thérapeutique, puisqu'il existe des thérapeutiques pour le SAMA, en sachant que pour nous, le SAMA était souvent associé. Donc ça a été refusé lors des discussions du PNDS et il semblerait qu'ils reviennent un petit peu là-dessus et que les centres de référence maintenant aient tendance à rechercher ce SAMA. On reviendra là-dessus puisque ça nous semble important déjà en 2019 et de plus en plus, et nous ferons en décembre une formation là-dessus. Mais ces critères et ce PNDS sont aussi une avancée parce qu'ils permettent de faire un diagnostic sur des critères internationaux et puis nationaux et internationaux. Donc quand on parle d'un CED-H, on sait ce que cela comprend voilà, au minimum. Ils officialisent le CED dont l'existence est trop souvent remise en question. Il y a encore des spécialistes, des médecins ou des spécialistes ou des rhumatos qui disent « mais c'est quoi ce truc? Ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit et tout ». Désolé, ça existe au niveau national et c'est reconnu au niveau national avec un PNDS et c'est reconnu au niveau international. Bon, voilà. Et puis, ces critères existent, voilà, et ils ont à être améliorés, et ils le seront, c'est à mon avis évident, et ils seront aussi suivis par le PNDS. Le SAMA, par exemple, est une évolution qui s'annonce et qui nous réjouit, non pas d'avoir raison, c'est pas ça, c'est que pour nous, notre combat, c'est d'améliorer la vie, de donner de la liberté aux patients et de réduire certaines injustices qui sont faites aux patients. Donc, voilà. Alors, qui peut faire un diagnostic? Voilà, ça c'est effectivement très important. Alors, si on prend
la synthèse à destination du médecin traitant. C'est-à-dire que le PNDS fait plus de 60 pages et il y a une synthèse en 2 pages qui est faite pour le médecin traitant. Il est dit dans ce texto, le diagnostic doit être confirmé par des praticiens ayant acquis une expertise clinique au sein d'un centre de référence ou de compétences. Ça, c'est pour la synthèse. Dans le texte réel qu'il y a dans le PNDS, à la page 8 de ce PNDS, le diagnostic des syndromes d'Ehlers-Danlos se construit grâce à des éléments d'anamnèse personnelle et familiaux. Il est dit aussi qu'il est fait aussi sur la grille du PNDS. Je vous l'ai lu auparavant, cette phrase. Il devrait être idéalement posé par des praticiens ayant acquis une expertise clinique au sein d'un centre de référence de compétences. Je reviens sur « il devrait être idéalement posé par des praticiens ». Ça n'exclut pas que ça puisse être d'autres médecins qui ont une expertise et qui n'ont pas été spécialement au sein d'un centre de référence ou de compétences. Les CPAM refusent tout diagnostic en dehors d'un centre de référence. Lorsqu'il y a une demande d'ALD, la réponse est systématique. Il faut que, pour prendre en considération votre demande d'ALD, il faut que votre diagnostic soit fait dans un centre de référence. Ils ne disent même pas un centre de compétences. On va croire qu'ils ne savent pas ce que c'est ou je ne sais pas. C'est que les centres de référence. Ce qui explique aussi, d'une certaine façon, on reviendra là-dessus, un certain embouteillage. Alors qu'il devrait être idéalement posé par des praticiens. Mais idéalement, il devrait y avoir des centres de référence qui répondent à une demande de rendez-vous. Idéalement, il devrait y avoir des centres de compétences répartis en France. Alors, il y a des centres de référence répartis en France, dans des régions différentes. Il y en a 12 sur le papier. Grosso modo, il y en a 4 qui fonctionnent avec des délais de 8-9 mois minimum. Et puis les autres centres de référence, d'après les dernières informations aujourd'hui, ou bien c'est plus de 2 ans, ou bien des centres de référence en fait ne sont que pour des enfants, ou des centres de référence où il y a très très peu de consultations, si ce n'est pas une par mois. Et puis effectivement, certains dans centres de compétences, où même des médecins disent je suis compétent, mais peut-être que d'autres personnes le sont plus que moi s'ils veulent prendre ma place. Donc, idéalement, il faudrait que les centres de compétences soient plus nombreux, effectivement, n'aient pas des délais d'attente de 2 ans, et il faudrait que les centres de référence puissent répondre à des demandes de rendez-vous, idéalement. Necker répond relativement bien dans... Necker, c'est le centre de référence pour les enfants, répond dans les 6-9 mois. Le centre de référence de Garches, ce n'est pas un procès au centre de référence de Garches, c'est parce qu'il y a trop de demandes. Eux, c'est 1 mois, 1 an et demi, 2 ans, voire plus, avec effectivement imposer des questionnaires uniquement remplis par des spécialistes hospitaliers et non pas des spécialistes libéraux. On arrive à quelque chose qui restreint des demandes de rendez-vous vraiment posées. Ils le restreignent parce que déjà en posant ces restrictions, ils n'arrivent pas à répondre dans les 1 an et demi, 2 ans. Donc, idéalement, ce serait bien que les centres de référence et surtout les centres de compétences puissent répondre à une demande de rendez-vous. Et donc, si ce n'est pas idéalement pour ces centres de référence, ça remet en question le fait que nous puissions poser nous-mêmes des diagnostics sans que ce soit remis en cause par les CPAM.
jusqu'où il faudra faire éventuellement une action auprès de la CPAM pour les informer et éventuellement une action en justice ou je ne sais pas. Tout reste ouvert pour faire comprendre que idéalement, ça ne marche pas idéalement en ce moment. Grande digression, mais voilà, on reviendra un petit peu là-dessus. C'est pour répondre déjà à vos questions que vous pourriez vous poser. Définition du HSD dans le PNDS, il est dit, ouvrez les guillemets, si l'ensemble des critères nécessaires pour parler de SED hypermobile ne sont pas remplis, le terme de pathologie du spectre de l'hypermobilité peut être utilisé après avoir éliminé les diagnostics différentiels. Les pathologies du spectre de l'hypermobilité ne seront pas traitées dans ce PNDS. Ça, c'est dans la page 8. Là, je veux remercier particulièrement les médecins des centres de référence de Necker et de Garches parce qu'ils ont insisté pour que ce soit noté. Et c'est très important parce que là, les HSD ont une reconnaissance et c'est ce qu'ont voulu ces médecins. Dr Michaud et Dr Bénistan, ils ont insisté et on peut les remercier parce que les HSD, là, ne se promènent pas dans la nature, ils ont une existence réelle, même si ça ne regarde pas le PNDS, mais ils ont voulu que ce soit inscrit. Merci, parce que ça rend plus facile les patients HSD, c'est-à-dire les patients du spectre de l'hypermobilité, qui ont une existence de ce fait, c'est marqué dans ce PNDS. Donc merci pour eux, pour ces patients. La frontière entre les deux, c'est-à-dire entre le SED-H et le PNDS, est mince. Ça peut être, comme on l'a expliqué tout à l'heure, une hernie qui n'est pas encore apparue ou un patient dans la famille du premier degré qui est diagnostiqué. Et à ce moment-là, de HSD, on devient SED. Connaître l'un, c'est-à-dire que connaître le HSD, c'est obligatoirement, ou le SED, c'est connaître l'autre. C'est un diagnostic différentiel. Donc, on nous demande de ne pas faire de diagnostic de SED-H et on nous demande, la même chose, de faire des diagnostics de HSD. C'est pas très raisonnable, quoi. C'est pas très raisonnable. Les HSD peuvent évoluer donc vers un diagnostic SED, comme je le disais. C'est pas très raisonnable et ce que l'on avait proposé au centre de référence, qui avait l'air un petit peu d'accord, c'est que nos diagnostics faits par des médecins du GERSED sur la grille avec toute l'honnêteté intellectuelle, lorsqu'une grille est remplie parfaitement et qu'on annonce effectivement un SED hypermobile, on demandait à ce que notre diagnostic ne soit pas remis en cause jusqu'à ce que ces patients soient vus en centre de référence ou centre de compétences. Et que lorsque c'était des HSD, ils pouvaient nous les adresser ou que nous, on puisse prendre en charge les HSD. Et eux, ça les arrange aussi, puisque si on prend en charge les HSD, à ce moment-là, ça les décharge d'une partie de consultation. Et que nous aussi, ça nous intéresse qu'ils soient déchargés d'une partie de consultation de façon à ce qu'ils puissent prendre en charge au maximum des patients qui le demandent pour un diagnostic de SED, donc SED hypermobile. Qu'est-ce qu'un HSD? Donc là, je vous renvoie un petit peu sur un flyer qu'on a fait au GERSED. Voilà. Grosso modo, un patient HSD ressemble à un SED, mais ce n'en est pas un. Ça y ressemble, mais après, il faut toute l'application d'un examen clinique. Et c'est justement là où il faut connaître un SED-H pour pouvoir faire un diagnostic de HSD. Il peut répondre à tous les critères de SED hypermobile, sauf un.
Et à ce moment-là, il n'est pas SAID, il est HSD, mais ce critère, il peut venir après. Un HSD peut être beaucoup plus invalide qu'un SAID-H, des HSD qui ne répondent pas à toutes les qualités, à tous les critères d'un SAID hypermobile, et ils peuvent être beaucoup plus invalides. Et un HSD, dans son histoire, peut devenir un SAID-H. Les précautions et les traitements sont les mêmes pour un HSD que pour un SAID. Donc ça, c'est important. Ça a été noté. Et donc, à ce moment-là, on peut éventuellement demander une ALD pour un HSD parce qu'il y a des invalidités. Et paradoxalement, on peut quelquefois avoir des ALD pour un HSD et pas pour un SAID. Vite fait, parce qu'il va y avoir des questions, peut-être, j'espère, il faudra répondre, il faut que je me dépêche. Les 4 catégories ont été répertoriées de ces HSD. HSD périphérique, HSD, l'hypermobilité est limitée aux mains, aux pieds, avec plusieurs manifestations musculo-squelettiques, et puis les signes cliniques, ce qu'on appelle des comorbidités. HSD localisé, LHSD, l'hypermobilité est limitée à une articulation, un groupe d'articulation, avec là encore des manifestations musculo-squelettiques sur ces articulations. HSD historique, l'hypermobilité est déclarée, mais elle n'est pas retrouvée sur le score de Beighton, mais il y a des manifestations autres cliniques et musculo-squelettiques. Et puis, le GHSD, HSD généralisé, là, l'hypermobilité généralisée avec un Beighton est positive, et il y a plusieurs manifestations musculo-squelettiques, mais ça ne répond pas en totalité aux critères cliniques de SAID-H. C'est là où un HSD, GHSD ou HSD généralisé peut passer d'un SAID-H, peut passer SAID-H. Les traitements, Michel l'avait dit tout à l'heure, le texte est celui-ci, l'efficacité sur les douleurs, la fatigue, les injections, l'efficacité sur les douleurs et les fatigues, des injections de xylocaïne insucutanées, de l'oxygénothérapie discontinue, des antiparkinsoniens, du baclofène, de la lévocarpine, n'a pas été démontré dans les scènes non vasculaires, dans le cadre d'essais cliniques randomisés et contrôlés, ni dans le cadre d'études comparatives. C'est-à-dire qu'il faut la bétonner pour que ça puisse rentrer. Ça peut se comprendre dans une autre pathologie, mais dans une maladie rare, on va revenir là-dessus. En l'état, toujours dans le texte, en l'état actuel des connaissances, ces traitements ne sont pas recommandés dans cette indication, d'autant plus que leur prescription est hors AMM et que leur innocuité n'est pas démontrée. Page 29 du PNDS. Ça veut dire que ces traitements sont interdits. C'est-à-dire que non seulement ils sont hors AMM, mais ils ne sont pas recommandés. C'est hautement recommandé de ne pas les utiliser. Et pourtant, en 2019, le ministère, une réunion qui réunissait le ministère, la HAS, l'ANSEM, se sont engagés à prendre en considération les difficultés de présumer d'un rapport bénéfice-risque favorable aux médicaments prescrits pour une maladie rare, et en particulier avec l'utilisation des recommandations temporaires d'utilisation, un RTU qui peut donner sur un médicament. Ils se sont engagés, c'est-à-dire non pas à se limiter à des doubles aveugles sur une maladie rare. Et puis au niveau international, de nouveaux traitements sont utilisés et il y a maintenant des publications qui n'existaient pas peut-être en 2018, qui existent maintenant, et l'oxygénothérapie en est un exemple. Le plan national des maladies rares est censé réduire l'errance et l'impasse diagnostique, partager les données pour favoriser le diagnostic et le développement de nouveaux traitements, promouvoir l'accès au traitement des maladies rares, améliorer le parcours de soins. Partager les données pour favoriser. J'ai déjà fait un commentaire sur ce sujet où le GR7 tend la main et continue à tendre la main. Dans la réalité, c'est une augmentation de l'errance diagnostique et d'une aggravation de la pathologie qui est faite depuis le PNDS, mais puisqu'on nous interdit maintenant le diagnostic alors qu'avant on pouvait le tolérer, maintenant il nous est interdit. Donc à ce moment-là, il y a encore plus d'embouteillage
dans les centres de référence, et en particulier Garches. Il n'est pas question là, de faire un procès à Garches ou de dire voilà, ils sont saisis au cou, ils ont trop de monde. Alors, jusqu'où le CED est une maladie rare, et jusqu'où les centres de compétences fonctionnent, jusqu'où on ne veut pas retenir nos diagnostics. Alors à ce moment-là, eh ben, ils auraient 5 ans d'attente s'ils ne mettaient pas effectivement des barrières. Mais c'est intolérable pour les patients. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ce qu'ils peuvent, c'est effectivement qu'ils aient d'autres crédits, qu'ils puissent ouvrir des consultations. Ils ne peuvent pas, ça ne fonctionne pas. Une très forte limitation donc, de la palette thérapeutique, puisque maintenant le PNDS interdit, il n'y a pas que l'AMM qui intervient, c'est-à-dire que des traitements étaient tolérés, ils sont maintenant interdits. Et puis une difficulté vraiment pour obtenir un rendez-vous dans un centre de référence. Il faut voir la réponse automatique du centre de Garches en particulier qui fait ce qu'il peut. Il ne peut pas inventer des rendez-vous s'il n'a pas le personnel pour faire des consultations. Mais voilà, c'est pas tolérable pour les patients que son médecin, son spécialiste ne puisse pas avoir un rendez-vous. Il ne peut pas, il faut que les dossiers soient remplis par un spécialiste hospitalier. S'il n'est pas hospitalier, il refuse. Voilà, ça c'est le constat. Donc, je l'ai déjà fait. Donc, le point positif, c'est que les CED sont une entité, les HSD aussi, mais actuellement, il existe toujours des injustices au parcours déjà éprouvant et intenable. Voilà, on a participé, le GERCED a participé à cette élaboration du PNDS. Et il est fier, il a pu faire modifier les plusieurs versions, on a au moins corrigé 4, on a fait des rectifications, des amendements en s'appuyant sur notre propre niveau de connaissance, mais également sur d'autres publications internationales qui n'étaient pas dans les références. Voilà, on continue à tendre la main aussi bien au niveau de la filière Oscar qu'au centre de référence. On leur tend la main, on leur écrit, on n'a pas de réponse, comme je le disais, mais on a en face de nous une non-réponse qui est pire qu'une réponse négative, c'est-à-dire une ignorance, alors que nous, on apporte quelque chose d'original dans le suivi, dans la quotidienneté, dans ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, on continuera à le faire. Donc, ça, c'est la grille qui est disponible aussi sur notre site. Donc, j'insiste pour que vous, adhérents, que ceux qui ne sont pas adhérents au GERCED puissent l'être. Les adhérents au GERCED, vous pourrez revoir cet exposé dans quelques jours seulement sur notre nouveau site, mais il n'est pas encore ouvert, donc il ne va pas tarder, ça va être dans la semaine suivante, j'espère. Pour les autres, ça sera dans quelques semaines. Et quand vous adhérez au GERCED, c'est bien pour votre information, pour votre formation et pour vos questionnements. Au GERCED, il y a une liste de discussions où on répond aux questions de tous les intervenants. Et puis, adhérer au GERCED, c'est nous encourager à continuer, en particulier à continuer pour CED en ligne. Voilà. Merci à tous et puis on va répondre aux questions.